c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business sur 102.3 pour un nouveau direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers en banlieue de Périgueux dans notre magnifique Périgord. RLP Business, l'émission qui vous parle de management, de société, de commercial, de ressources humaines, d'économie en Périgord et ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons parler vraiment d'économie, de développement commercial, d'accompagnement d'entreprises. Nous sommes avec Prisme Développement, avec Maïda Meillon qui est venue nous voir. Elle est coordinatrice et chef de projet chez Prisme Développement. Maïda, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Ça, tout se passe bien? Oui, on est bien accueillis chez RLP. C'est toujours formidable. Ah, ça fait toujours plaisir à entendre. C'est magnifique. Et écoutez, on va commencer par les actus de la semaine, les actualités économiques. On va faire une petite chronique économique d'ensemble. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Alors, bonjour à tous. En ce début 2025, l'économie française navigue dans des eaux troubles. Enfin, ce début, on est plutôt au mois de juin, là. Mais selon l'INSEE et la Banque de France, la croissance du PIB stagne, a été prévue à seulement 7% pour l'année. Après, mais bon, ça c'est les chiffres officiels, hein. Beaucoup de gens disent qu'on est en récession quand on en parlait avec le MEDEF ou la CCI. On a été un peu boosté par les JO de Paris, mais les secteurs de la construction sont en train de plonger et ceux qui s'en sortent le mieux chez nous, pour l'instant, c'est quand même la restauration, un petit peu le social et quelques secteurs très très pointus comme les vétérinaires et ce genre de choses. Côté finances publiques, le tableau est sombre. On a dépensé 1 milliard pour la Seine, là, mais on a un déficit public qui flirte avec les 6-7% du PIB, si ce n'est pas plus, avec une dette qui s'alourdit. Le chômage, lui, grimpe à 8%, avec beaucoup de pertes d'emplois, et quand on sait que le mode de calcul du chômage a été régulièrement recalculé pour correspondre aux attentes des politiciens, on est un petit peu inquiet. Alors, les nouvelles sont pas bonnes, on le dit ici depuis un certain temps, beaucoup de sociétés remboursent les emprunts du Covid et autres, c'est pas forcément extraordinaire, quelques-uns s'en sortent, mais la Dordogne est particulière. La Dordogne est un écosystème et là aujourd'hui nous avons une association qui accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise et donc avant de regarder en détail ce qu'ils font, on va leur demander leur avis sur la situation économique du Périgord. Alors Maïda, dites-nous là, Comment on va? Eh oui, effectivement, on constate les mêmes situations à la différence près qu'effectivement on est en Dordogne dans un territoire de résilience quand même, et où les gens sont quand même très forts, oui. Très très forts. Donc effectivement, nous on est un petit peu à la fois on est à l'interface de toutes ces difficultés parce qu'on accompagne à la fois des petites entreprises sur leur fonctionnement quotidien, mais on accompagne également en fait des particuliers sur leur parcours de transition professionnelle ou de recherche d'emploi. Qui va bien, qui ne va pas bien, quels sont les secteurs porteurs, comment se porte le Périgord? Mais comment se porte le Périgord? Tous les gens qui sont ancrés dans le local et ils y arrivent et c'est le lien humain en fait pour le moment qui sauve l'économie parce que par contre le circuit court, les liens humains, le relationnel. Oui, absolument. D'accord. Ok. Et il y a des secteurs et la force des équipes internes aussi, qui sont dans toutes les entreprises où en fait il y a une force humaine qui est en capacité de s'adapter en fait et de trouver des astuces pour pallier à des difficultés. Celle-là, elle résiste. Oui. D'accord. Donc là, j'entends des choses intéressantes. On parle d'humain. Derrière, on entend coaching, on entend conseil, on entend accompagnement. C'est l'invité de la semaine, c'est Maïda Meillon. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Maïda Meillon de Prisme Développement. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que Prisme Développement? Alors, Prisme Développement est avant tout une association. C'est une association loi 1901 qui est donc un collectif avec des personnes de tous horizons qui souhaitent contribuer à un projet. Et le projet de Prisme, c'est d'accompagner les individus, les associations et les entreprises
dans le développement de leurs projets, pour la viabilité et le développement, dans le respect des valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire en prenant en compte également l'impact que les activités ont sur les individus, sur l'environnement social et sur l'environnement écologique. Donc en fait, vous proposez un certain nombre de prestations que je vais lire à votre dépliant, facturation et devis, optimisation de votre trésorerie, de la fiscalité un petit peu. On accompagne en fait les clients dans la compréhension de ce qu'essayent de leur expliquer leur comptable, oui. Mais dans le quotidien vraiment, c'est-à-dire le lundi matin, lundi midi, le lundi soir. Oui, gestion administrative et comptable, relais auprès des tiers, fournisseurs, donneurs d'ordre, URSSAF, impôts, avocats, huissiers, experts comptables. Donc que vous soyez en statut, dans les différents statuts, gestion administrative complète, gestion comptable et financière, gestion des ressources humaines, management participatif, formation, développement commercial, développement web, normes qualité handicap, etc., etc., en partenariat avec la région, Nouvelle-Aquitaine, région académique, pardon. En fait, vous êtes la boîte à outils de l'entrepreneur qui se consacre à son métier d'origine et vous l'accompagnez, vous l'aidez pour tout ce qui va autour, c'est ça ? C'est ça, exactement, tout ce qui va autour, à la fois dans les micro-détails que sont l'utilisation d'un outil informatique, de comment j'organise mes papiers et comment je m'adresse à mon salarié, que dans l'analyse globale en fait de l'activité et de comment je stratège mes achats, mes ventes et mon développement local. D'accord. On se place en partenariat complet et en collaboration avec les gens les partenaires professionnels de la spécialité du métier. Donc, dans le bâtiment, par exemple, on va travailler en partenariat avec la CAPEB, on ne les remplace pas du tout ces tiers-là. Au contraire, on se met dans un petit rouage complémentaire qui facilite en fait les collaborations. CAPEB qui était ici il y a quelques semaines, on les salue. Tout à fait, on les salue, ils font un magnifique travail. Tout à fait. Et donc pour tout ça et pour la structuration de Prism, on a été accompagné par les fonds européens et la région qui soutiennent en fait ce projet. Vous êtes combien chez Prism Développement ? Alors, on est une association avec toutes sortes d'adhérents qui sont actifs, etc. Et voilà. Oui. Et on est en équipe. On a une équipe technique interne avec des compétences administratives, gestion, comptable, juridique de 5 personnes. D'accord. Et on se met en partenariat avec des acteurs locaux, des prestataires pour tout ce qui n'est pas de notre compétence ou tout ce qui est, voilà. On cherche les ressources en interne et en externe et du coup, on est très intéressés justement pour être en collaboration. Une boîte de conseil avec 5 ressources en interne, c'est déjà un potentiel de savoir et de réponse aux questions quand même. La particularité de Prism et du fait que ce soit une association, c'est qu'on va chercher également à créer des complémentarités entre les personnes qui bénéficient en fait des conseils, qui soient des entreprises qui vont pouvoir trouver des intérêts et des collaborations avec des associations ou intersecteurs, etc. Donc on a aussi ce levier de réflexion collective au cours des projets individuels. On développe. Comment est né ce projet de Prism Développement ? Parce que j'entends subventions européennes, j'entends, mine de rien, certaines dynamiques, certains moyens mis en œuvre. De qui vient l'idée ? Qui est-ce qui a mis ça en place ? Quel a été le parcours pour aboutir à Prism ? Alors en fait, ce sont 3 fondateurs qui sont des seniors sur le milieu du travail, c'est-à-dire qu'ils ont passé 45 ans, oh là là, même s'ils doivent encore travailler Mon Dieu, on ne peut plus aller à la JCI. J'étais à la JCI à une époque, on ne peut plus y aller. Vous connaissez la JCI ? Non, dites-moi. Junior Chamber International. Oui. Il faut avoir moins de 40 ans, c'est fini. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'est assez rigolo parce que ce week-end, j'ai travaillé avec des structures où il y avait des gens de 70 ans qui m'ont dit « mais je ne comprends pas, des seniors, vous parlez de seniors à 45 ans ou 50 ans ?» Ben oui, sur le marché de l'emploi, ça peut se produire. En tout cas, que des personnes qui ont déjà eu des parcours avec forcément des personnes de maturité. Voilà, une expérience et une maturité. Voilà, et surtout avec des doubles parcours dans l'entrepreneuriat traditionnel, l'entrepreneuriat collectif. Dans l'économie sociale et solidaire sous forme de coopératif ou de collectif ou d'associatif et dans des secteurs très différents, que ce soit l'aéronautique, que ce soit le paramédical, différents secteurs et en fait avec des constats partagés au sein de projets qu'on a tous conduits autour de la réflexion sur comment on fait bouger ce territoire. On a tous participé à des diagnostics territoriaux avec les collectivités locales, départementales, etc. sur l'emploi, sur la
la situation des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, sur la situation des personnes qui cherchent un emploi qui n'arrivent pas à en trouver, sur comment on fait et quel levier. Et au final, également sur des collectifs où on cherche à créer des collaborations intersectorielles, qui a donné par exemple naissance à l'initiative du PTCE en Bergeracois. Si vous les connaissez pas, faut les inviter, ils sont formidables. C'est le pôle technique de coopération économique qui trouve des points communs et des leviers de développement. Notez franchement entre PTCE, des entreprises de l'ESS et des économies traditionnelles, entreprises associations, et qui trouvent des ressources. Et au final, pour nous, l'un des diagnostics communs, c'est de dire, je vais utiliser un gros mot, mais quand même, c'est dégueulasse qu'il y ait des entrepreneurs qui se lèvent tous les matins, qui bossent tous les jours, qui bossent très bien de leur métier et qui n'arrivent pas à atteindre ou un seuil de développement, voire qui se plantent juste pour des questions externes et parallèles. Voilà. Et parce que vraiment, on trouve que c'est pas juste et que surtout que, au final, il faut pas grand chose des fois. Il faut juste une petite compétence technique interne qui n'est pas forcément employable toute l'année. Des fois, c'est ponctuel. Des fois, c'est un entrepreneur qui va rencontrer une difficulté de santé ou qui a un partenaire défaillant et il suffit de l'accompagner pendant 3 mois pour remettre tout à flot et ça repart. Et en fait, c'est cet endroit-là qui a donné naissance à Prism. D'accord. Oui, mais ça, on ne le dira jamais assez. Entreprendre, ce n'est pas que produire. Et non. Ce n'est pas que faire des bons croissants, ce n'est pas que coder des bons logiciels, ce n'est pas que produire des jolis savons ou ce genre de choses. Entreprendre, c'est aussi amener le produit au distributeur. C'est aussi gérer toute la partie administrative qu'il y a autour. C'est aussi savoir déléguer pour scaler et se développer. C'est donc devenir un petit peu un chef d'orchestre, et ça on ne l'apprend pas forcément à l'école, et c'est là aussi que vous allez aider et former l'entrepreneur peut-être. C'est ça. Simplement, nous on est dans des méthodes un petit peu d'éducation populaire, où on va être vraiment sur le terrain, en apprenant de pair à pair, en faisant avec. Donc effectivement, les entrepreneurs, ils ont été formés quand ils ont suivi leur formation. Alors, comme le disait la CAPAD il y a 2 semaines, pas toujours. Ils sont formés sur leurs compétences métiers pures et ils sont excellents. Par contre, des fois, sur la partie administrative et gestion des ressources humaines de l'entreprise, ils ne le sont pas toujours. Mais même s'ils l'ont été, c'est pas pareil d'avoir été formés et ensuite de mettre en pratique au quotidien, vraiment dans les détails. Et pour le coup, c'est à cet endroit-là qu'on accompagne. On accompagne en étant dans l'entreprise, à la mise en place, à l'amélioration des process, en cherchant à s'adapter très, très précisément, et c'est là qu'on agit, au fonctionnement intellectuel de l'entrepreneur et des personnes avec lesquelles il travaille. De quelles sont leurs compétences. Est-ce qu'ils sont dans la langue? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec tel logiciel? Est-ce qu'ils sont d'analyse visuelle? Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont plutôt d'analyse avec le papier, avec le dessin? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le numérique? Comment ils font? Est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils sont au bureau? On va vraiment chercher à adapter et à créer des outils qui sont adaptés à leur situation extrêmement précise. Et ensuite, à leur apporter une analyse extérieure de ce qu'ils sont en train de faire et de comment ils peuvent avancer autrement et s'ouvrir et aller se former sur d'autres choses. Et c'est là qu'on se met ensuite en lien. Bon, par contre, vous n'êtes pas incubateur. Ah, du tout. Vous n'êtes pas investisseur, vous n'êtes pas business angel. Du tout. D'accord. Donc, par contre, les gens qui veulent se lancer, comme vous êtes une association, je suppose qu'il n'y a pas forcément de but de rentabilité. Il y a un but, suite à subvention, si j'ai compris le projet, il y a un but d'intérêt commun. Absolument. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'adore le principe de la coopérative. Franchement, c'est quelque chose, on voit les taxis Alpha à Paris et autres, être propriétaire en même temps de l'outil administratif général, être une espèce d'intéressement en fait, fait que il y a une hausse de performance et de plaisir personnel. Donc j'aime beaucoup ce principe-là. Donc vous êtes, de la mise en place jusqu'à ce que la société atteigne 3, 4, 5 employés, on va dire. En fait, c'est surtout jusqu'à ce que alors sur la partie purement gestion d'entreprise. Après, ils vont internaliser. Donc, voilà, on est là jusqu'à ce que la personne soit en capacité d'employer vraiment de façon durable une personne de type assistant de direction, pas juste quelqu'un de secrétaire. Après, on va intervenir à d'autres endroits pour des PME.
des processus de transformation. L'assistante de direction, elle vient en 4e, 5e position dans le développement, c'est ça? C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en Dordogne, on a quand même 90% des entreprises qui ont à peine un salarié. Donc, on n'y est pas du tout. Enfin, là, pour le coup... Mais je veux dire, imaginons, dans un monde parfait, idéal, je crée une société, mon premier employé, c'est pour la production. Absolument. Mon deuxième employé, c'est pour la production. Dès que je vais pouvoir avoir un administratif pour me soulager, je vais le faire, mais quand je pourrai... En 3 ou 4e. Parce qu'en général, il y a un commercial entre les deux. Oui, pour augmenter le chiffre. Lequel chiffre me permettra d'employer un administratif. Et après, je vais commencer à déléguer ce groupe administratif, commercial, production en position entre 5 et 7 à peu près, c'est ça? D'accord. Okay. C'est un cap d'ailleurs, hein. C'est un cap difficile à mener parce que vraiment là, on délègue. Exactement. Ok. Tout à fait. On est effectivement sur ce qu'on produit également dans l'association et pourquoi on est une association. C'est qu'effectivement, on va également avoir des tarifs extrêmement bas pour les entreprises en difficulté, mais on a aussi une notion de tarification solidaire où, pour le coup, les entreprises ont aussi la possibilité de payer un peu plus cher pour qu'on puisse redistribuer à l'intérieur et aider, en fait, pouvoir aider des entrepreneurs dans leur création, dans leur réflexion de projet. Voilà. Ah, donc vous avez aussi des bourses d'aide? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? On le fait. Moi, j'ai pas compris. On le fait en interne, c'est-à-dire qu'on va proposer à un client qui vient prendre de la gestion administrative et nous demander du conseil, voilà, mais qui a une activité florissante, peut tout à fait. Nous, on a un tarif horaire de 36 € de l'heure, ce qui est très faible. Il peut très bien décider de payer 38 € de l'heure et c'est au lieu de 36 et c'est 2 €. Nous, on va aller, en fait, on va pouvoir travailler pour quelqu'un, un particulier qui peut pas payer pour construire son projet professionnel. Pour créer son entreprise. Il y a un système de vase communicant. C'est une dynamique interne à l'entreprise. Voilà, c'est un choix. C'est un choix d'entreprise. Voilà. Vous avez des budgets pour travailler moins cher pour ceux qui ne peuvent pas au départ, parce que ceux qui vont bien compensent. Exactement. D'accord, mais c'est bien ça. Et ensuite, on va chercher des fonds publics, entre guillemets, pour essayer de générer de la ressource à partager et à mettre à disposition sous forme de commun. Voilà. D'accord, ok. Alors, vous avez 4 ou 5 ressources internes, vous m'avez dit, quelles sont leurs spécialités? C'est de la comptabilité, c'est de la gestion d'entreprise, c'est du RH sur vraiment la question humaine et de management et du juridique. Voilà. C'est vraiment Okay. Et ensuite, on a des partenaires qui sont très identifiés, qui ont des compétences vraiment spécifiques en informatique et des compétences spécifiques en transformation humaine en fait et collaborative des équipes. Quand pour le coup, quand on s'adresse à des PME qui auraient envie, par exemple, à un moment donné, qui se rendent compte qu'ils sont en train de toucher un petit peu les bords de leur activité et qui ont vraiment besoin de se développer, qui vont choisir ou de se diversifier ou d'aller vers une norme ou d'aller de changer de local et donc d'avoir à accompagner leurs équipes dans le mouvement d'adaptation à ça. C'est pas toujours facile en posture de chef d'entreprise et pour le coup, pour que ces mouvements soient plus efficaces, il faut qu'ils soient intégrés et acceptés et que les personnes y aient participé aussi dans la construction. C'est aussi la dynamique USS. Et en fait, nous, on est en capacité, en groupe avec des partenaires, d'accompagner ces transformations et ces changements pour qu'au final, toutes les équipes participent au changement et l'acceptent et au contraire soit extrêmement mobile ensuite et investi sur les futurs de l'entreprise. Je suis en train de me dire que vous avez un vivier potentiel de personnes à aider, à accompagner qui est gigantesque parce que toute PME qui ne veut pas forcément, qui ne veut plus stagner mais qui veut se développer, qui voudrait des conseils pour savoir stratégiquement comment je fais pour me consolider, me renforcer, être moins à la merci des imprévus. Et on a vu depuis ces dernières années que les imprévus peuvent avoir une influence. Donc il faut avoir les reins solides. En fait, ils peuvent venir vous voir. C'est ça. C'est-à-dire qu'on le mois dernier, on a beaucoup travaillé, nous, en interne, sur la question de la charge mentale de l'entrepreneuriat et sur la solitude du dirigeant qui sont en lien. Et sachant que dans la charge mentale de l'entrepreneuriat, il n'y a pas du tout que le chef d'entreprise. Mais pour le coup, au final, quand les personnes viennent nous voir pour quelque chose d'extrêmement précis, au final, la réalité nous donne à voir que les gens restent, qui restent en lien avec nous et qu'on continue à les accompagner au quotidien parce que le premier besoin auquel on répond chez eux, au final, c'est la solitude du dirigeant. C'est comment je fais tout seul pour réfléchir et pour prendre des décisions. Au final, quand on a quelqu'un qui connaît
très bien l'activité de l'intérieur, les structures, les contraintes, les enjeux, mais qui a une posture extérieure, alors il peut nous conseiller, on peut avoir des discussions naturelles et régulières pour faire avancer et trouver d'autres ouvertures, parce qu'en même temps, nous, on a d'autres savoirs, on est extrêmement transversaux, donc on a des expériences d'autres secteurs, et on est en lien avec toutes sortes de partenaires qui peuvent être tout à fait des leviers, en fait, de collaboration sur ces sujets-là. Et au final, quand on est chez Prism, les personnes sentent cette dynamique et sont très contentes de pouvoir sentir un collectif. Vous les faites se rencontrer un petit peu entre eux? Oui, il y a du oui, tout à fait. Donc c'est un peu comme aussi, il y a un réseau d'entrepreneurs, comme on peut le trouver. Oui, mais pas au sens où il est décliné. On n'est pas sur des clubs d'entreprise. Les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent et collaborent ou pas, et sur des sujets ou pas. Et justement, il n'y a pas de... c'est plus du partage et de la collaboration spontanée, mais il n'y a aucune obligation. On invite par contre à soutenir la dynamique de C'est une petite pique dans le BNI, ça, peut-être? Non, du tout. Non, du tout. C'est parce que quand vous dites réseau d'entreprise, ça recouvre quelque chose de très clair ici. Oh, je pensais à Accessible, je pensais à Pascal Perchon, je pensais à Xavier Van Geragen, je pensais à des gens qui mettent les gens ensemble comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup dans le MEDEF aussi. Il y en a beaucoup. C'est surtout pour se rencontrer et briser cette solitude de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, on va faire un peu de sociologie, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, déjà, il ne faut pas oublier que la PME et l'entrepreneuriat, c'est le premier employeur de France, c'est le tissu économique, qu'il y a une énorme guerre informelle, non dite, mais qui est très puissante entre les grosses sociétés, les grosses multinationales qui disent les restaurants, c'est à moi, les gaufres, c'est à moi, les croissants, c'est à moi, parce qu'on est international et on veut tout faire chez nous, quitte à racheter des producteurs locaux pour les mettre salariés, à leur service à eux, et la personne du peuple en fait. Donc non, mais on va faire un peu on va faire un peu de marxisme. Allez, il y a un peu de lecture marxiste aujourd'hui. Allez, on n'est plus du tout au XVIIIe siècle, je veux dire. Aujourd'hui, avoir sa société avec 3-4 employés ne fait pas qu'on appartient à la grande internationale. Ah non. Absolument pas. Ce sont des gens comme tous les autres, et pourtant, il faut voir un peu ce qu'on leur demande, il faut voir un peu la pression qu'ils ont. Il y a une sociologie aussi. Moi, j'interviewe régulièrement des coiffeuses, des gens qui font tel métier ou autre. Ce sont des gens forts, capables de travailler plusieurs dizaines d'heures par semaine. Ce qui leur pose des problèmes de développement, parce que quand ils embauchent des gens, ils ne sont pas aussi impliqués qu'eux, par exemple. Mais on reste quand même dans des personnes comme vous et moi, qui n'ont pas forcément appris à l'être, qui y sont par nature, et donc il y a un intérêt à aller se faire seconder, accompagner, conseiller pour tenir. Puis une complexification également de tout ce qui est demandé, et surtout depuis le Covid, en fait, depuis quelques années, avec le tout numérique, on a une complexification en fait des process à mettre en place pour faire des choses simples qu'on faisait avant. Et qui pour le coup complexifie énormément la gestion simple, basique des tâches de base de l'entreprise. J'ai fait des boîtes dans 4 pays, la pire c'est la France. Je veux dire, quand on a un courrier qui arrive avec la Marianne dessus, là, c'est quand même très flippant. Et ça, c'est ici. On se dit, mon Dieu, si je cache pas la bonne case, si je ne signe pas le bon papier, il peut y avoir des conséquences terribles. Oui, c'est ça. Ok. Bon. Qui vient vous voir? Est-ce que vous avez identifié des secteurs de métiers ou des profils qui sont plus susceptibles d'avoir besoin d'aide que les autres? Est-ce qu'on a identifié des secteurs? Non, on n'a pas identifié de secteur spécialement. Il y a parce des que nous, secteurs où ils vont rester à 2 ou 3 personnes. Ils vont rester comme ça, pas un salon de coiffure, à moins qu'ils veulent décliner plusieurs salons. Il ne va pas grossir à 20 ou 25. Quoi. Enfin, c'est un exemple, mais Oh, mais ça va être la restauration, ça va être le bâtiment, ça va être tout le petit entrepreneuriat. En fait, c'est en fait les deux grosses cibles entre guillemets qui viennent nous voir, c'est le petit entrepreneur qui dépasse tout seul avec sa petite entreprise, tout secteur confondu. Là, on va avoir quelqu'un dans l'immobilier, on a un coiffeur, on a un chauffagiste, restaurateur, c'est pas le sujet. On a eu des personnes en libéral, sur des activités libérales que je nommerai pas et de haut niveau, mais qui sont quand même tout seuls. Okay. Par contre, effectivement, il peut y avoir des systèmes sclérosants, enfermants. On est souvent avocat parce qu'on est fils d'avocat, on est souvent ceci. Est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, qu'il est plus facile d'entreprendre et d'être entrepreneur lorsqu'on est issu d'une famille d'entrepreneurs?
Alors ça, c'est vrai dans n'importe quel métier, parce qu'en fait, on grandit avec les codes du métier. Donc, effectivement, chez nous, vous pensez que c'est différent dans d'autres pays? Oui. Le rêve américain, c'est très différent. Ouais. Bon, après, moi, je suis fille de prof, alors c'est... Je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, c'était pas par infusion, mais par contre, c'était par... c'est une forme différente pour moi d'apporter de l'intérêt général, en fait. Vous faites du conseil à l'entreprise. Est-ce que vous-même, vous avez... goûter l'entrepreneuriat? Ah oui, moi j'ai dirigé toutes sortes de structures, sous toutes sortes de statuts, en libéral, en SARL, en SCI, en grand groupe, en associatif, en collectif, oui. Okay. Et j'ai monté beaucoup de structures moi-même et conduite pendant plusieurs années. Tout ça fait avec si on va gros vous voir, vous savez de quoi on parle, vous avez vécu tout ça. Oui, moi j'ai conduit des équipes sur des marchés aussi bien de particuliers que de professionnels que de grosses entreprises et de collectivités. Donc, tout à fait. Okidoki. Bah, écoutez, Prisme Développement, ça sent le bon plan. En plus, ça rime. C'est gentil. Qu'est-ce qui attend, Prisme? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qui vient dans les années qui viennent là, dans les années qui viennent, alors là... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils viennent? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous aimeriez? Voilà. On aimerait que les gens des différents secteurs s'intéressent plus les uns aux autres, parce que surtout en Dordogne, c'est vraiment ces liens à construire qui vont donner de la résilience. Brasser les intervenants. Qui vont donner de la résilience aux entreprises et aux territoires. C'est vraiment cet endroit-là. D'accord. Ça se concrétise par... Ça se concrétise par se dire bonjour, discuter et se demander s'il y a des points communs. Nous, on le concrétise dans Prisme parce qu'on met des gens, aussi bien des menuisiers avec des associations de danse, avec des restaurateurs en lien et en discussion, et qui vont se rencontrer et trouver des points communs, comme je vous dis le PTCE de Bergerac. Il y a toutes sortes d'initiatives, en fait, dans toutes sortes de petits endroits en Dordogne que moi j'observe et que je soutiens toujours avec plaisir, parce que c'est là que sera la clé, oui. Ça, c'est sûr. De l'événementiel, peut-être aussi, des salons, des choses. Par exemple, je pense que tous les moyens sont bons de créer du lien entre des gens qui ne se connaissent pas, en fait. Comment on vous trouve? Les gens qui vont venir vous voir, là, comment ils vous trouvent? Alors, par le site internet qui est prisme-dvp.fr, et par le numéro de téléphone qui est le 06 80 89 61 30. Je suppose que vous avez aussi des petits réseaux sociaux. Voilà, pas encore, non. On est plutôt on est en réseau personnel. On n'est pas en réseau social. Prisme Développement, il y a un joli petit site là qui est voilà. Et on se déplace sur toute la Dordogne. Nous allons nous-mêmes dans les structures, même si on a des bureaux qui sont à Périgueux, on se déplace là où sont les papiers, les gens, pour bien sentir comment ça se passe. Voilà. Très bien. Eh bien, c'était Maïda Meillan sur RLP pour Prisme Développement, accompagnateur d'entreprise. Maïda, merci d'être venue. Merci de nous avoir reçus. Et puis à tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.